Mais les troupes russes peinent également à renouveler leurs forces sur le terrain. Alors Vladimir Poutine n'a toujours pas déclaré, je crois, la mobilisation générale. Mais en coulisses, on fait tout pour trouver des hommes capables d'aller combattre, quitte à aller chercher des réservistes. Et vous allez voir, certains n'ont pas l'air forcément emballés pour se rendre en Ukraine, combattre et remplir la mission fixée et souhaitée par le Kremlin. Sujet de leur Apogée. Dans ce reportage diffusé par un média russe, ces soldats sont présentés comme des unités suivant une préparation intensive et approfondie. Des réservistes qui, dans 10 jours, devront tous être sur les lignes de front. Et ils ont donc tout à apprendre, à commencer par le déploiement du matériel. On leur explique qu'il ne doit pas dépasser 3 minutes, alors que l'obusier pèse 4 tonnes et demie. Enlève le fixateur, tire vers toi. Une formation très accélérée qui peut étonner en plein conflit. Mais elle illustre bien la difficulté des Russes à renouveler leurs effectifs. D'après les analystes, 80% des forces en Ukraine sont engagées depuis le mois de février. Le 25 mai dernier, la Douma a d'ailleurs abrogé l'âge limite pour s'engager dans l'armée. Des volontaires à tout prix, formés rapidement et parfois transportés dans du matériel vieillissant, comme le montre cette vidéo récente, où l'on voit des réservistes russes acheminés avec des tanks datant de 1985. Très vétus quand même. Denis Kataïev, on pousse, on incite, on fait comment pour envoyer ces hommes qui n'ont pas l'air vraiment très aguerris? On va y parler dans un instant. Réflexion d'ailleurs du général Perruche qui disait on est vraiment dans les années 50. Ouais. Ces hommes-là sont poussés, contraints d'aller combattre? Oui, bien sûr, parce que l'armée russe a besoin des soldats, de nouveaux soldats, parce qu'aujourd'hui, la situation au front a changé, surtout dans les zones occupées. Les territoires occupés sont déjà en cours de libération. Par exemple, à Melitopol, à Zaporozhye, Poutine toujours dit que tout se roule comme prévu, mais c'est pas vrai. Par exemple, j'ai parlé avec le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, qui est venu à Paris il y a quelques mois. Il a dit que l'armée ukrainienne est presque sûre à 100% qu'elle sera en mesure de libérer Melitopol et d'autres villes voisines dans quelques jours. Et la ligne de front dans la région de Zaporozhye, par exemple, a été déplacée jusqu'à 10-15 km pour les Ukrainiens. Et bien sûr, l'armée russe, pour l'instant, a besoin des soldats, mais je voudrais dire que cette guerre est devenue possible de plus en raison de la situation économique dans laquelle se trouvait la Russie après 20 ans du régime de Poutine et les gens des régions pauvres et déprimées qui sont la majorité vont à la guerre pour gagner d'argent et c'est malheureusement, mais c'est vrai et c'est le fait et les gens sont achetés pour la guerre. Il n'a plus de possibilités pour gagner d'argent. Il y a les minorités progressistes dans les grandes villes, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Ekaterinbourg, qui pensent différemment. Il y a beaucoup de gens, mais la plupart se trouvent dans les régions pauvres, dans les régions dépressées. Et c'est pourquoi c'est facile pour l'armée russe obtenir de nouveaux soldats pour combattre, pour continuer à battre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ce témoignage. Merci. Alors, plusieurs choses, Général Perruche, mais vous aussi, qui nous accompagnez aujourd'hui. D'abord, on a l'impression d'être revenu comme au temps des armées du roi ou de Napoléon, c'est-à-dire qu'on donne un pécule pour aller combattre, alors qu'on ne sait même pas ce que l'on va trouver sur le terrain, notamment quand on se trouve dans ces contrées reculées. Écoutez, on ne peut pas s'empêcher de penser au défaut de patriotisme de ces soldats potentiels qui sont en cours de formation. Et ça tient au fait que, manifestement, ils ne se battent pas pour défendre leur terre, eux. Et ils ont conscience un petit peu d'être envoyés comme mercenaires de la guerre ailleurs, même si l'Ukraine a des liens particuliers avec la Russie. Mais manifestement, ces gens-là, au niveau de la motivation, ça n'a rien à voir avec la détermination des soldats ukrainiens qui, eux, défendent leur maison, leur rue et leur sol, si vous voulez. 15 jours pour être formés. Alors, je voudrais que vous disiez aux téléspectateurs ce que vous disiez pendant le sujet de Laura Pouget, c'est-à-dire qu'on
on est remonté largement en arrière. Oui, alors ce sont les canons qui nous servaient de canons de formation à l'école d'artillerie de Chalon-sur-Marne au début des années 70. C'est-à-dire que c'est des canons de conception des années 60-50. Hein. Qu'est-ce que l'on observe? Je ne sais pas si vous voyez, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais moi je l'ai vu, la mise en direction des pièces, c'est-à-dire pour les orienter dans la bonne direction pour le tir, et puis pour la hausse, c'est-à-dire le bon angle de tir qui correspond aux capacités de la munition. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique. Tout ça, ce sont des technologies qui sont complètement dépassées chez nous depuis les années 80. Chez nous, les canons sont maintenant automouvants, ça vous l'avez vu, alors que là, il faut les tirer derrière un camion et puis les mettre en batterie, ça prend du temps. Hein. Mais ensuite, ces canons, chez nous, ils sont dotés d'engins connectés, conduite de tir inertielle, reliés à des GPS, avec des systèmes de calcul de tir qui sont automatisés. Ici, tout se fait encore à la calculette. Vous voyez, on est dans un autre temps. Alors, ça reste quand même, on le voit sur le terrain aujourd'hui, et notamment dans le Donbass, ça reste relativement efficace, mais ça consomme beaucoup de monde. Bien sûr. Et avec ça, on perd aussi beaucoup de matériel. C'est peut-être pas le problème des Russes d'ailleurs. Beaucoup de monde, des gens qui sont extrêmement vulnérables, puisque vous voyez là, ils n'ont aucune protection autour du canon. Donc si vous avez un tir de contre-batterie là-dessus, tous les servants sont anéantis, hein, c'est sûr. Les matériels, très difficiles alors évidemment, ils sont rustiques, hein, mais les matériels comme sont les talkie-walkie d'ailleurs pour oui, comme les se parler. talkie-walkie. Donc ces matériels-là sont certes rustiques, mais peu performants. Et la seule force des Russes, c'est d'en avoir énormément, avec des munitions aussi en très grande quantité, et puis ne pas compter aussi la vie des soldats, hein, il faut le dire. Alors, pour revenir justement, oui, non, je vous laisse, et je voudrais qu'on parle de la vie des soldats, du prix de la vie. Pour compléter ce que disait le général, les troupes russes sont obligées, enfin les forces armées russes sont obligées d'avoir recours à du matériel qui n'était même plus en dotation. Je pense notamment au niveau d'attrition très fort des T-72, ils sont obligés de revenir au T-62, donc des années 70-80. Et donc ça prouve évidemment qu'il y a un problème logistique aussi pour la Russie. Il y a aussi un problème humain, vous l'évoquiez. La Douma, donc le Parlement russe, a dû voter une loi augmentant l'âge minimum pour pouvoir rentrer, 18 ans. Donc accessoirement, des jeunes, s'ils sont volontaires, moins de 18 ans peuvent rentrer dans les forces armées. Et surtout, au-delà de 27 ans. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés d'allonger l'assiette, si j'ose m'exprimer ainsi, pour avoir plus de candidats. Ils n'en ont pas eu beaucoup. D'ailleurs, la Douma a signé il y a quelques jours un décret pour pouvoir allonger encore au-delà de 50 ans. C'est ce que je disais précisément. D'ailleurs, pour être parfaitement complet... Il y a après 25 ans, mais au-delà de 50 ans. Au-delà de 50 ans, jusqu'à 60 ans d'ailleurs. Mais pour être parfaitement complet, la Rada, le Parlement ukrainien, a voté une même loi. Donc les personnes âgées nées entre 1962 et 2004 peuvent désormais faire partie donc, des troupes régulières, rejoindre la brigade territoriale. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'hommes de part et d'autre. Force est de constater que la Russie dispose de plus d'hommes, mais avec une autre difficulté, je terminerai là, on se rend compte quand même que ce sont les républiques les plus reculées, celles qui sont les plus défavorisées. On se souvient qu'à Boutcha, c'était un régiment, qui venait de l'extrême-orient, du fleuve Amour. Donc ça veut dire qu'il y a aussi de la part de la Russie la volonté d'envoyer les troupes les moins russes, si j'ose m'exprimer ainsi, pour pouvoir effectivement compenser ce nombre absolument important de victimes du côté russe aussi. Anastasia Kirilenko, est-ce qu'on peut refuser de faire partie de ces hommes-là qui, on l'a vu dans le reportage de Laura Pouget, dans 15 jours se retrouveront au front? Oui, et justement, il y a des soldats russes qui refusent, il y a au moins 1 millier. Et il y a même des juristes qui aident ces soldats qui refusent. Et pour l'instant, ils travaillent même légalement en Russie, parce qu'officiellement, il n'y a pas de mobilisation générale. Et on peut arrêter. Il y avait quelques soldats qui ont été envoyés en Ukraine sans être prévenus. C'était juste des manœuvres officiellement. Et un beau jour, ils se réveillent en Ukraine.